Bonsoir, Bonsoir Vincent Manilev, Vincent d'Internet sur les réseaux sociaux. Tu fais ma promo maintenant? Bah ouais, le temps que tu t'installes, parce que je connais un peu le tempo. Je vais prendre mon temps alors. Et tout, prends ton temps. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Je suis un peu triste parce que c'est ma dernière chronique avant un bon bout de temps, soyons relatifs, mais je pars écrire un livre quelque temps. Donc voilà, je serai un peu absent. Donc c'est ma dernière chronique. Vous allez me manquer, tout ça. Voilà, vous allez. Mais bon, il y aura d'autres surprises, je pense, qui vont vous faire vite oublier mon absence. Voilà, je pense ce soir notamment. Vous allez voir tout à l'heure. D'ailleurs, on n'a pas teasé, De quoi? On n'a pas teasé alors que tu aurais pu teaser un peu. Bah, on va teaser. Oui, on va teaser. J'aurais pas dû en fait. Voilà, mais voilà. Ouais, non, mais je vais tâcher de ne pas pleurer. Et je vais commencer ma dernière chronique avec une petite devinette. Est-ce que vous savez quelle personnalité française très connue, genre je crois que, bon, ok, a lancé sa chaîne YouTube cette semaine? Claire Chazal. Ok, voilà, t'as laissé personne jouer, évidemment. Thomas Joly, ouais. Usul, ruineur de chronique depuis 2009. Mais attends, mais c'est pas une blague du coup, parce que je l'ai vu popper et je... Oui. Bah non, c'est pas une blague. Claire Chazal est youtubeuse maintenant, ça y est, c'est officiel. Oh, wow. Elle s'est vraiment lancée de manière sérieuse et avec des moyens de production assez importants derrière. Elle a publié un entretien avec le metteur en scène Thomas Joly et plusieurs vidéos verticales, des TikTok, Reels, appelez ça comme vous voulez, pour en gros faire des conseils culture. C'est une nouvelle carrière de créatrice de contenu. En plus, c'est intéressant parce qu'elle est accompagnée par Gaspard G à la production, qui produit ça avec son agent. Avec sa boîte? Ouais, avec son agence Intello. C'est avec Intello qui fait ça? Ouais. D'accord. Ah oui, non, mais tout est lié. On peut rappeler, quand même, pour les plusieurs, que Claire Chazal a été la présentatrice du JT de TF1 le week-end pendant des décennies. Non, oui, d'accord. Oui, pardon. Voilà. Pardon. Claire Chazal a été une des visages les plus connus de France parce qu'elle présentait le JT. Et je pense qu'effectivement, elle est toujours... c'est une personne iconique, comme on dirait dans le PAF français. Si j'en parle, c'est aussi parce que c'est évidemment pas la seule figure du PAF à s'aventurer sur Internet. On compte de plus en plus de personnalités de la télé. Oula, je suis allé un peu vite. Qui débarquent sur YouTube, sur Twitch et sur les réseaux sociaux de manière générale pour trouver un second, un troisième ou un quatrième souffle, des fois. Et alors qu'on s'inquiète de voir de plus en plus d'influenceurs faire de la télé, je me suis dit que ce soir, peut-être qu'on pouvait poser la question dans le sens inverse. C'est-à-dire, plutôt que de dire est-ce qu'Internet, ça ne devient pas la télé, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se demander si la télé n'est pas en train de devenir Internet? Je ne suis pas sûr de la formulation de ma question, elle est assez longue, mais c'est la dernière, j'en ai plus rien à faire. Puis même des Guillaume Play, des comme ça, là. Mais tu spoil, mais j'en ai marre. C'est pas possible. Oh là là. Bah ouais, dans ma tête. Il y a par exemple, je pense évidemment à Samuel Etienne qui a pleinement intégré le système de la création web et de ses acteurs en multipliant les sessions gaming. On se rappelle un petit peu des insultes qui balancent sur Valorant, etc. Il y a les collabs avec pas mal de gens de YouTube, des émissions avec Webedia et de multiples partenariats qui, à mon sens, chamboulent et questionnent la figure du journaliste qu'on connaissait jusque-là. Mais ça, c'est un sujet pour une autre fois, évidemment. Il y a d'autres figures de France Télévisions, évidemment, qui se sont lancées avec une carrière assez similaire. Il y a Jamie Gourmaud, depuis pas mal d'années maintenant, qui est chez Webedia également. Et Élise Lucet, qui est déjà très populaire sur les réseaux, notamment avec ses fameuses séquences où on la voit poursuivre des patrons ou des politiques qui deviennent des mèmes. Elle a commencé à faire des vidéos verticales et même des live TikTok en parallèle des émissions pour discuter avec des membres de son équipe. On peut aussi mentionner Safe Zone, je ne sais pas si vous connaissiez ce format, mais qui marche bien. Ouais, c'est un format YouTube où Faustine Bollard, donc vraiment l'une des présentatrices préférées des Français, clairement. Je connais. Elle interviewe des figures d'Internet comme Océane, Joyka ou Juju Fitcat. Donc, il y a un petit peu ces deux mondes qui s'entrechoquent. Elle fait du Samzira. Allez, bon, c'est pas tout à fait les mêmes personnalités d'intervieweurs, je trouve, mais bon. Et c'est une chaîne qui cartonne vraiment bien, je trouve, avec des invités, évidemment, d'Internet. Elle compte déjà plus de 175 000 abonnés et bientôt 10 millions de vues, donc voilà, c'est quand même une machine qui est bien lancée. Et il y en a une autre figure de la télévision qui s'est lancée, qui connaît un gros succès. Est-ce que vous savez de qui je parle? Clément Viktorovitch. Alors, pour moi, c'est quelqu'un d'Internet. Jean-Pierre Foucault. Je rigole. Jean-Pierre Foucault, non. Quoique, avec les takes qu'il avait chez Léa Salamé, il aurait pu... voilà. Michel Drucker. J'adorerais. C'est aussi connu que ça? Il est connu, oui, il est connu. Mais je vais vous le dire. Vas-y.
Laurent Baffy, voilà. C'est caméra cachée. Voilà, il cartonne vraiment avec ses caméras cachées. Là, il y a mon PowerPoint là, qui est en train de faire des dingueries. Là, mais c'est le dernier, de toute façon, il n'a pas foutu non plus. Et en gros, lui, il fait effectivement des nouvelles caméras cachées qui, moi, me font beaucoup cringe. Et il a lancé aussi un concept de dîner-discussion. Donc voilà, rien de neuf, vraiment, littéralement, avec des invités comme Marie Saint-Filtre, Ariel Dombal ou Ragnar Le Breton. Donc voilà, rien de neuf. Ça vous donne une vibe un peu, on va dire. C'est vraiment l'esprit hardisson, mais voilà, du web, quoi. Cheap. Et après, est-ce que c'est surprenant d'avoir un petit peu ce ton-là quand on constate que l'agence qui le produit, c'est Influx, c'est aussi la même agence qui produit le youtubeur qui a fait une collab avec Total pour interviewer tout en naturel son PDG, ou l'agence qui a produit la chaîne Legend de Guillaume Play. Donc voilà, Guillaume Play, c'est celui qui a déroulé un tapis rouge à Dieudonné en prétextant le droit de réponse. Voilà, un droit de réponse qui a duré plus d'1 heure, évidemment. Mais ça, on en reparlera une autre fois aussi. Bref, ça fait beaucoup de monde de la télé qui débarquent sur Internet de façon très sérieuse et où ça fonctionne plutôt bien. Mais pourquoi ces figures-là, en fait, vont sur Internet? Parce qu'en fait, en soi, je trouve qu'elles n'ont pas vraiment besoin de ça médiatiquement ou financièrement. Et en plus, elles risquent d'être confrontées à pas mal de cyberharcèlement ou des critiques assez frontales. Et donc, j'ai posé la question à Olivier Levard, donc il est directeur de Newen Digital, filière de TF1, qui a produit des contenus pour Internet notamment et qui a lancé Safe Zone avec Faustine Bollard, justement avec l'ambition d'essayer de réunir un petit peu ces deux mondes qui se regardent des fois un peu comme en chien de faïence, comme il dit. Et il m'a dit notamment ceci. Elle nous a dit oui tout de suite, mais plus que ça, elle nous a dit je ne sors pas de cette pièce tant qu'on ne se dit pas qu'on fait cette émission ensemble. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout la démarche de Faustine qui nous appelle je suis une star de la télé, je voudrais être une star sur YouTube, aidez-moi. C'était absolument pas ça. Elle était très curieuse de ce monde-là. Ce qui était important pour elle, c'était de ne pas faire semblant. Au contraire, elle est arrivée avec beaucoup d'humilité et c'est aussi pour ça que l'émission était cool, c'est qu'elle posait des questions assez simples. C'est-à-dire que les gens qui venaient pour le créateur, pour Océane ou pour Joyka, ils découvraient des choses qu'ils n'avaient jamais entendues sur le créateur, qui relèvent de leur intimité, de leur rapport au succès. Et les gens qui venaient plutôt pour Faustine, par curiosité, pour essayer de comprendre ce monde, ils comprenaient mieux le quotidien d'un youtubeur et pourquoi ces personnes avaient du succès et du talent. Je trouve ça assez intéressant de se dire que voilà, tout le monde peut un peu y trouver sa place, que ce soit les fans de Joyka ou les fans de Faustine Bollard. Et au-delà même de ces figures médiatiques, il faut noter que la rentrée télé, elle a vu les chaînes tenter de récupérer toujours plus de contenu d'Internet. Donc il y a eu le succès de Danse avec les stars d'Internet de Michou, où il y avait un peu ce débat sur où va être diffusée la finale, etc. Donc là, on sent qu'il y a encore quelques tensions. Mais ils ont aussi diffusé ce mardi le documentaire d'Inoxtag, Kaizen, après Koh-Lanta, ce qui est fou, alors que ça a fait 30 millions de vues sur YouTube. C'est disponible gratuitement. Tout le monde pouvait le regarder plus ou moins sans coupure pub, même s'il y a des pubs dedans. Et visiblement, ça a quand même trouvé son audience, parce que c'est TF1, une seconde partie de soirée après Koh-Lanta. Les audiences, c'était autour de 329 000 personnes en moyenne selon Médiamétrie, ce qui est plutôt pas mal, visiblement. On a aussi vu France Télé, qui, après avoir adapté le format d'interview d'Hugo Décrypte, ils ont récupéré l'exclusivité des droits de la Banque Postale Coupe de France de League of Legends. C'est le nom complet, je suis obligé de le... Voilà. C'est pas les droits de la Banque Postale, c'est la Coupe de League of Legends. Voilà. Et ils vont bientôt produire une émission de Zerator qui sera une espèce de jeu, je crois, un peu de divertissement. D'ailleurs, Zerator, il aimerait beaucoup animer un Interville, je pense, un jour. Et que dire de M6, qui ont lancé une version pour leur plateforme numérique. Ils ont lancé Les Traîtres, nouvelle génération, avec des créateurs de contenu comme Anja Phoenix, Shera, Le Bouzeux ou Le Monde à l'envers. Alors, l'émission n'a pas l'air tant de fonctionner que ça pour l'instant, parce que notamment, je pense que les jeunes n'aiment pas trop aller sur une plateforme d'une chaîne, avoir des pubs, devoir créer un compte, ce genre de choses. Mais je pense que cette émission, reléguée en plus à la plateforme M6+, et non pas M6, illustre un peu le décalage qui demeure entre ces deux mondes qui ont besoin des uns et des autres, mais qui ont des usages encore très différents. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, M6, ils avaient voulu renommer la chaîne YouTube de Golden Moustache en l'appelant juste M6 pour profiter des abonnés, de l'audience, etc. Évidemment, énorme tollé, voilà, les communautés en ligne se mobilisent et ils ont renoncé finalement, mais je trouve que ça...
on sent que c'est pas encore la grande histoire d'amour entre Internet et la télévision. Et puis ça se voit aussi quand il y a un streamer qui propose un format à ses produits, est très souvent inspiré de la télé, faut le dire, ou des figures de la télé qui se lancent sans vraiment de préparation, d'intérêt pour la plateforme qu'ils vont utiliser. Et souvent, ils sont intéressés pour une nouvelle visibilité. Et ça se voit quand les streamers font des reacts, c'est-à-dire qu'ils réagissent en direct à des émissions de la télé. Ils sont strikés par les chaînes directement, qui les empêchent de diffuser ça. Et alors, il y en a certains qui ont trouvé des accords informels, etc. Mais il y a une zone grise qui est assez importante. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Est-ce que vous connaissez la famille Kretz ? Non. Non, vous connaissez pas ? Non, c'est que non. La famille Kretz, c'est des héros de l'agence, c'est une télé-réalité, enfin pseudo-réalité, où en gros, c'est des très riches qui ont une agence immobilière, les Kretz, qui vendent des appartements de riches à des gens très riches. Et donc, ça te plairait, Usul ? Non, moi j'ai une tolérance en fait à ça qui est très très limitée. Oui, j'imagine bien. Ça monte tout de suite et j'éteins. Quand tu dis ça, c'est les riches, le ça. Oui, la bourgeoisie de merde là. C'est pas mes mots, mais bon, voilà. C'est pas un hasard si je faisais des reacts là-dessus sur Twitch. Et qu'est-ce qui s'est passé en plein react de l'agence ? Je me suis pris un bon gros strike de la part de la boîte de prod qui produit l'émission. Je me suis fait cut mon live directement. Et le truc marrant, c'est que le lendemain de ce strike-là, j'avais rendez-vous avec des gens de cette boîte de prod pour parler de projets éventuellement. Évidemment, aujourd'hui, je suis en train de faire des chroniques sur Internet et pas des documentaires. Voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Moi, j'ai décidé que c'était ça la raison pour laquelle... voilà. Mais bon, tant pis pour les crêtes. C'est pas eux qui m'aideront à acheter ma 3e maison de campagne. C'est pas le problème. Mais c'est bête, parce que je trouve que les reacts, les chaînes devraient tellement nouer des accords réels avec les streamers parce que tout le monde y gagnerait. Mais bon. Et ces débats sans fin autour des reacts, ils illustrent bien, selon moi, l'incompréhension profonde qui reste assez importante entre Internet, la télé et les grandes figures qu'il y a des deux côtés. Parce que ça fait des années qu'on dit que ça s'améliore. Et en fait, dans les faits, c'est pas vraiment ça. Ça évolue lentement, ce genre de choses. Mais je me suis demandé ce qui manquait peut-être pour que les deux univers marchent ensemble. Et là, j'ai pensé à un truc qu'Olivier Levard m'a dit et qui était assez intéressant. Moi, ce dont je suis plus fier finalement, c'est les liens que Faustine a su créer avec l'équipe de prod. C'est une équipe de gens qui ont 20-25 ans. Et on sent que dans les deux sens, il y a vachement de respect, il y a vachement d'écoute. Faustine a donné des super conseils aux journalistes de l'équipe. Et nous, l'équipe, il y a des gens de 20-25 ans qui ont donné des conseils à Faustine sur comment parler, comment s'adresser au public dans une vidéo YouTube. Et c'est incroyable l'humilité qu'elle a eue pour se dire « mais j'apprends avec vous, comme sans doute j'ai des conseils à vous donner ». Ce qui est important aussi dans la manière de faire, c'est aussi d'être humble aussi dans la communication et dans les lancements. Il y a eu une époque où quand les gens dont c'était pas le métier faisaient du digital, c'était tambour et trompette, on va tout cartonner, on va faire X millions de vues, voilà nos objectifs. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas que nous, tout le monde est beaucoup plus humble. Sur ces plateformes-là, il faut d'abord avoir un succès, je pense, avant de parler beaucoup. Et nous, on n'avait quasiment pas parlé avant le lancement. Et finalement, ça nous a pas apporté malheur, au contraire. Voilà, donc si je devais un peu résumer, c'est faire confiance aux jeunes, à ses collaborateurs et rester humble. Ça peut paraître simple comme ça, mais moi je connais beaucoup de médias, de chaînes, de célébrités de la télé comme d'Internet qui en manquent un peu encore aujourd'hui. Donc voilà, je me suis dit qu'un petit rappel, ça faisait pas de mal. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Vincent.